Donc j'appelle la première communication. Je crois que Romuald, c'est toi qui a la parole sur l'anatomie, tout ce que on a tous toujours voulu savoir sur l'anatomie et je crois l'embryologie. Alors, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de m'avoir convié à cette séance. Alors, ça va surtout être un peu d'embryologie, j'ose pas dire de rappel. J'avoue que tout n'a pas été des rappels pour moi. Parce que bon, l'anatomie de l'enfant à l'adulte, bon, voilà, on va pas donner beaucoup de choses, parce qu'après on va rentrer dans des considérations qui sont très fonctionnelles, et en un quart d'heure, on ne peut pas parler notamment de tout ce qui est musculaire. Alors, je ne sais pas comment on avance. Voilà, hein, donc si on résume l'anatomie, voilà à quoi on va la résumer. La jonction crânio-vertébrale en vue dorsale sur un schéma d'anatomie avec l'artère vertébrale qui est un élément majeur de cette chirurgie, mais sur ça je pense que certains auront l'occasion d'en discuter, et puis sur une vue en reconstruction 3D de scanner, hein, pour montrer qu'il faut impérativement faire des imageries vasculaires, parce que les variations de l'artère vertébrale sont des éléments majeurs de cette chirurgie. Mais voilà, j'ai plutôt souhaité vous parler du développement vertébral et de cette jonction crânio-vertébrale pour un petit peu comprendre les malformations, en tout cas pour ceux qui ne sont pas trop habitués, et qu'on voit pourquoi est-ce qu'on peut avoir tel type de malformation, et puis quelques exemples à la fin de malformations un petit peu plus, enfin les plus importantes, celles qui vont nécessiter une prise en charge chirurgicale la plupart du temps. Donc au niveau du développement vertébral, il y a 3 étapes. On va en redétailler un petit peu. Le stade précartilage. Donc là, ça va être les sclérotomes qui vont se déplacer dans 3 directions, et c'est là où va y avoir la constitution du corps vertébral, de l'arc vertébral, et également sur la partie latérale, ce qui donnera soit les processus transverses, mais également au niveau thoracique, les côtes. Ensuite, il y a la chondrification à la 6e semaine. Donc, il va y avoir des centres au niveau du corps vertébral, 2. Ce n'est pas la même chose que les centres d'ossification, hein, et plusieurs au niveau de l'arc vertébral. Et on a les petits schémas ici de mise en place, c'est issu du Pansky, donc pour ces chondrifications. Et puis le stade d'ossification qui va durer jusqu'à 25 ans environ, avec une période prénatale, une période postnatale. Et donc en prénatal, on a 3 centres primaires d'ossification, 1 pour le corps, 2 pour l'arc vertébral. Et puis en postnatal, on va avoir des hémiarques qui vont se constituer, alors là avec une augmentation des centres secondaires qui vont fusionner progressivement, hein, 3e à 6e année pour l'arc vertébral, le corps, à la puberté, d'autres centres secondaires qui vont être visibles, et la fusion totale vers l'âge de 25 ans. C'est un petit peu de travers, mais c'est ce qu'on observe ici. Et entre chaque point centre d'ossification, il y a évidemment du cartilage. Et c'est avant la formation, avant l'ossification générale, qu'il va pouvoir y avoir éventuellement des fusions, d'où certaines malformations, notamment des blocs congénitaux ou autres. Alors sans rentrer dans trop de détails, hein, moi je ne suis pas embryologiste, je suis juste anatomiste, s'interpose à la 3e semaine le mésoblaste paraaxial qui va donner les somites. Il va y avoir une segmentation, hein, entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Et ces segmentations autour de la notocorde, hein, qui va faire qu'il va y avoir un développement progressif. Alors ensuite, on va parler de somitogénèse. Hein, c'est-à-dire la formation des somites, et ces somites vont donner ce qu'on appelle les sclérotomes. Les somites les plus crâniales, donc celles qui sont vers la tête, les 4 premières vont donner la région occipitale, et les 8 suivantes la région cervicale. Hein, on s'arrête à cette jonction occipito-cervicale. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'il va y avoir la formation la fermeture du tube neural, donc crânialement et caudalement, on va avoir une modification de ces somites
qui vont se creuser et puis se rompre pour donner, c'est ce qu'on voit sur les schémas ici, progressivement. Donc les somites sur le côté qui se rompent et puis qui vont un petit peu diffuser tout autour du tube neural pour aller entourer ce tube neural. Et c'est ça en fait la base de la formation des vertèbres. Et il y aura une petite on va dire, subtilité au niveau de la jonction crânio-vertébrale, c'est que ces éléments vont entourer le tube neural pour former les différentes portions des vertèbres. Donc c'est le sclérotome qui est à l'origine de la formation vertébrale. La portion ventrale, donc celle qui est vers le bas, alors attention ici c'est inversé sur cette vertèbre presque primitive. La portion ventrale qui apparaît ici va donner le corps, et puis ensuite la portion dorsale, plutôt médiale, l'arc neural, et puis évidemment de chaque côté, là on voit qu'un seul côté, mais il y a des deux côtés, et puis latéralement, ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir la formation de la partie latérale, les processus transverses, et puis les côtes comme j'ai dit tout à l'heure. L'élément fondamental, c'est la resegmentation. Et c'est cet élément qui est extrêmement important dans la formation et probablement dans les malformations de la jonction crânio-vertébrale, c'est cette resegmentation. Le niveau, c'est entre la 4e et le 5e somite. Donc la resegmentation, c'est ce qu'on voit ici, en fait, c'est chaque somite va se diviser en une partie crâniale et une partie caudale, et au fur et à mesure qu'il va y avoir donc la croissance initialement embryonnaire, on va avoir le développement du nerf spinal et puis le myotome sur le côté qui formera définitivement le muscle. Donc en fait, c'est vraiment cet élément qui est important, c'est comme ça que se forme le foramen intervertébral finalement. Le trou qui est fait, c'est pas le nerf qui va transpercer la vertèbre, c'est vraiment les somites qui vont se casser en deux et qui vont fusionner. Donc la somite crâniale se coupe en deux, va donner une partie crâniale, une partie caudale, inversement pour l'autre, et le nerf va se situer au milieu. Donc ici, on est vraiment à la jonction de deux somites. Donc ça c'est vraiment l'élément fondamental. Et tout à l'heure, on disait 4 somites occipitales. Eh bien, la jonction occipito-cervicale, c'est entre la 4e et la 5e somite. C'est ce qu'on va avoir ici. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ça quand on lit les publications embryologiques, mais souvent l'os occipital est considéré comme une espèce de vertèbre qui s'est formée un petit peu différemment. Ici, donc, ce sont les origines somitiques différentes, et on voit que l'os occipital, en fonction de sa localisation, la partie clivale, la partie basale et la partie de l'écaille, qui s'appelle le supra-occipital, proviennent d'origines différentes. Alors, il y a la notion de proatlas, ça c'est des choses que j'imagine vous connaissez, c'est ce qu'on entend régulièrement. Le proatlas, en fait, c'est cette resegmentation somitique entre la 4e et la 5e, donc la partie caudale de la 4e et la partie crâniale du 5e somite qui va en fait former toute cette région de jonction. Donc c'est celle qui est en violet ici, qu'on appelle proatlas, et donc qui va former une partie de l'os occipital, l'apex de l'odontoïde, mais également les masses latérales de l'atlas C1. Donc on a voilà, C0, C1 le proatlas, atlas, semelle odontoïde, même origine, et l'axis, donc C2, va être formé de 3 sclérotomes. Et donc on a bien compris là que les sclérotomes, ce sont les somites qui auront diffusé, qui se seront différenciés. Alors si c'était un embryologiste, il vous parlerait des gènes OX, machin, bon, mais moi, non. Pas aujourd'hui en tout cas. Ensuite, on va aller vers l'ossification, et ces points d'ossification, donc ça c'est issu du Grèze, qui sont ici, et une fois de plus, il faut bien avoir conscience qu'entre ces points d'ossification, il y a le cartilage, et c'est là où les choses peuvent vraiment évoluer. Donc il y a 3 points d'ossification pour C1, l'atlas, un pour l'arc antérieur et puis un pour chaque masse latérale. Des points d'ossification primaires qui vont apparaître à la 7e semaine de grossesse, et puis ensuite
à la naissance, on a une deuxième période, on n'a pas été à l'heure, période prénatale, période postnatale, eh bien on va avoir un arc antérieur qui est encore cartilagineux et le point d'ossification secondaire qui va apparaître à l'âge de 1 an. Donc pendant cette croissance, il peut y avoir une déformation qui se fait. Là, on parle que de l'os et du cartilage, mais les éléments musculaires sont des éléments fondamentaux dans toutes ces malformations, hein, et notamment un exemple de platybasie tout à l'heure et d'invagination basilaire. Il n'est pas exclu que la musculature antérieure, notamment pharyngée, participe justement à cet aplatissement de la base du crâne quand il n'y a pas assez de résistance du cartilage. Et puis l'union de ces points, de ces centres d'ossification se fait vers la 8e année. L'axis, un peu plus complet, hein, puisqu'il y a notamment le processus odontoïde. Il y a 5 centres primaires, 2 centres secondaires. Alors on ne trouve pas toujours la même chose dans les différents bouquins, même d'embryologie, par rapport au nombre de centres d'ossification, hein. Donc les centres primaires, c'est 2 au niveau de l'arc vertébral, 1 au niveau du corps, 2 au niveau de la base du processus odontoïde. Et ensuite, on va voir les centres secondaires au niveau de l'apex, et puis sur la face inférieure, ici, du corps de ces deux. Pardon. Ensuite, 8e et 7e semaine de vie fœtale apparaissent les centres d'ossification. Désolé. Et puis un peu plus tard, 4e, 5e mois, le centre d'ossification du corps qui va apparaître. C'est vers l'âge de 2 ans qu'on va avoir l'apex du processus odontoïde et dont cet os odontoïdum qui va pouvoir persister lorsqu'il n'y aura pas de fusion. Et puis normalement, c'est fusionné à partir de la 12e année. Alors si on regarde un petit peu les malformations, donc là on a cet os odontoïdum qui est complètement séparé. Alors on a la notion souvent que voilà, c'est une découverte sur une radio et tout ça, mais bien évidemment ça fait partie des malformations majeures qui peuvent nécessiter une ostéosynthèse s'il y a une instabilité, hein. Vous savez que je pense que ça va être redit, qu'il faut systématiquement tester le côté dynamique pour voir s'il y a une instabilité ou pas. Parce que si on ne fixe pas alors qu'il y a une instabilité, ça ne tiendra pas et au contraire, en cas de chirurgie, on aggravera les choses. L'invagination ou imprégnation basilaire, hein, donc là on a la ligne de Chamberlain entre le palais dur et la portion postérieure du foramen magnum. Et en fait, c'est l'ascension du processus odontoïde. Alors attention, là il y a aussi une platybasie, hein, qui est très nette. Et donc, dans ces éléments-là, probablement le cartilage n'est pas assez solide et sous l'imprégnation de la traction musculaire, eh bien, on peut avoir un aplatissement de la base du crâne. Donc, c'est pour ça que ces notions d'embryologie sont très importantes à bien comprendre pour voir les différents mouvements qui peuvent s'opérer. Évidemment, ce sont des mouvements qui sont pathologiques avec des formations qui sont anormales, mais ça permet de comprendre comment ça se passe. L'occipitalisation de l'atlas, donc quand on regarde ici, on ne voit pas l'atlas, il y a l'arc antérieur ici, l'arc postérieur ici qui est fusionné. Donc ça, c'est des éléments qui sont plus rares par rapport à d'autres blocs qu'on peut voir un peu plus fréquemment. La sténose du foramen magnum, donc là, ça va entraîner une véritable myélopathie. Donc ça, c'est quasiment exclusivement pour l'achondroplasie. Évidemment, ça entraîne des troubles neurologiques, hein. On pourra voir qu'il y a également un aplatissement de la base du crâne, mais ça, c'est un petit. Et j'ai fini pour ces petites notions embryologiques appliquées à l'anatomie, notamment pathologique. Voilà, je vous remercie. Bon, une question dans la salle. Donc l'os odontoïdium, c'est ce que certains appelaient à une époque là, les pseudarthroses congénitales. Hein, oui, c'est ça, et qui est souvent réputé un petit peu comme quelque chose de pas grave. Alors en soi, c'est pas grave, sauf que ça entraîne des instabilités qui nécessitent. Alors, je pense que c'est surtout les neurochirurgiens pédiatres qui voient ça plus fréquemment que nous, mais
ça peut créer des instabilités. Ok, merci Romuald.